Médicaments, effets secondaires, la mort. Les laboratoires nous trompent. Deuxième invité d'RTL Soir, le professeur français que vous connaissez bien, Philippe Even, qui a traduit ce livre qui est un best-seller mondial. Bonsoir, professeur Even. Bonsoir, Marc-Olivier. Alors, le pitch du livre, c'est peut-être croyez-vous que l'industrie pharmaceutique fait le bien, mais vous avez tort, elle ne se préoccupe pas de votre santé. C'est ce que vous croyez profondément. On va prendre des détails ce soir, évidemment. Profondément à 90%. À 90%. Il y a 10% parce que l'industrie pharmaceutique a une double face. C'est un Janus. Elle a une face blanche. Elle fait encore de la recherche, beaucoup moins qu'il ne serait nécessaire. Elle a changé complètement son fusil d'épaule parce qu'elle gagne beaucoup plus d'argent en mettant sur le marché des molécules sans efficacité sur des maladies qu'elle invente. Certaines molécules même qui sont dangereuses avec des effets secondaires graves. Et vous dites, il dit, c'est un repenti, il a travaillé de l'intérieur, il le dénonce depuis, que on dissimule, on cache, on paye pour que ça ne se sache pas. C'est ça aussi. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant dans ce livre et que j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je l'ai traduit, c'est une enquête sur le terrain. C'est vu de l'intérieur. C'est raconté comme une histoire, comme un roman. C'est un scénario de film. On est, il n'y a pas d'autre mot, sur la scène de crime. Et en ce sens, il est peut-être beaucoup plus convaincant que les innombrables rapports et livres, dont j'ai d'ailleurs écrit quelques-uns, qui noient le lecteur sous les chiffres, sous les faits, dans les systèmes compliqués. Tandis que là, on assiste, jour par jour, au cynisme, au mensonge, à la corruption, à tous les niveaux des agences gouvernementales et l'État. Ça commence évidemment par les médecins. On estime que grosso modo, il faut leur donner 35 000 € pour les mettre dans leur poche, chaque médecin. Et on voit comment ce repenti le fait. Ensuite, les leaders d'opinion. Là aussi, il faut les payer pour avoir les bons rapports, les bonnes prises de parole. On va prendre l'exemple du Prozac, inventé par le laboratoire pour lequel travaillait donc John Virapén, qui est l'auteur. Ça mêle tout, la corruption, etc. Ça commence par un expert que l'on paye pour que ça puisse être mis sur le marché, parce qu'on sait qu'il y a un nombre de suicides trop élevé. Oui. Vous avez vu comment on le corrompt. L'un des deux, on a été lui apporter de l'argent dans une enveloppe, dans un congrès, pas en Suède où ça se passait, mais à Seattle aux États-Unis. Un autre, on apprend à faire du bateau pour faire une croisière en bateau. Avec lui, on engage la conversation, et finalement, il accepte de défendre un médicament auquel il ne croit pas, et on comprend pourquoi, et d'obtenir l'autorisation pour la Suède. Il était PDG du laboratoire Lilly, qui est une très grande firme, pour la Suède, et ce qu'il raconte n'a jamais été dit. On a eu Philippe Pignard en France, et récemment le docteur Dalberg, qui étaient des employés, qui ont raconté ce qu'ils voyaient. Mais c'est pas du tout à la même échelle. Là, on est au cœur du centre décisionnel de la corruption. Mais cette affaire du Prozac, qui est symbolique de tout le reste, pour les auditeurs qui en prennent, vous vous dites, parce que vous connaissez le sujet, vous connaissez la molécule, il faut éviter. En dehors des dépressions très graves associées à des psychopathies, ça va représenter 100 000 personnes en France, dans tous les autres cas de ce qu'on appelle l'état dépressif, il serait préférable de prendre des gouttes de l'abbé Souris, de la jouvence de l'abbé Souris ou des gouttes de l'abbé Chaupitre, qui au moins ont l'avantage de ne pas coûter cher et de ne pas être dangereuses. Car on peut dire aujourd'hui qu'en France, un médicament comme le Prozac et les autres psychotropes similaires, ça représente environ 500 à 1000 suicides supplémentaires par an depuis 15 ans. Ce qui est incroyable dans ce que vous nous dites et ce qu'on découvre dans le livre, c'est que le laboratoire pour lequel travaillait donc John Virapén le sait quand il met tout ça sur le marché. Quand vous parliez de cynisme, on le sait et même on dissimule. Bien sûr, il ne le sait pas, il l'imagine, il fabrique, il dissimule les faits. Vous savez comment on appelle les perdus de vue dans ces essais cliniques, pardon, les décès? On les appelle lost of view. Les perdus de vue. Voilà, c'est d'un cynisme absolu. Et on présente d'ailleurs les choses de façon un peu détournée parce qu'on présente le verre plutôt plein plutôt que celui plutôt vide, histoire que ce soit ni vu ni connu. Ce qui est fascinant aussi, c'est comment on invente des molécules pour des maladies qui n'existent pas, qui touchent notamment, parce qu'on cherche le plus large marché, on joue sur les sentiments et notamment sur les enfants, la pédiatrie. On invente l'hyperactivité de toute pièce, par exemple. Oui. Elle avait été décrite, vous l'avez lu probablement dans le livre, par un psychiatre allemand il y a un siècle, de façon amusante. Son livre a été traduit par François Cavanas. C'est vous dire que c'était un best-seller de la drôlerie. Eh bien, c'est devenu le plus gros marché médicamenteux aux États-Unis depuis 10 ans. La gestion de l'hyperactivité des enfants. Oui. Or, elle ne s'est pas plus développée que ça. Cette hyperactivité, c'est une vie de l'esprit. Elle a toujours existé. Mais aujourd'hui, on la traite avec des comprimés. Il raconte l'histoire de cette petite Riley morte à 4 ans en ayant avalé le cocktail de psychotropes que lui avait conseillé son psychiatre, ou celui de ses parents plutôt,
Elle avait 2 ans quand elle a commencé à être traitée. Et elle est morte à 4 ans. Vous avez vu cette actualité dont on a parlé hier en Gironde, un psychiatre qui va être poursuivi après le suicide de son patient. Il avait recruté une vingtaine de personnes pour tester un antidépresseur pour un laboratoire danois. Et la femme du patient en question a expliqué qu'il devenait fou. Il s'était finalement immolé par le feu à l'intérieur de sa voiture. On en a parlé hier. C'est ce qui se raconte dans ce livre. C'est comment Tous les mois, il y a une histoire comme ça dans le monde. Tous les mois. Tous les mois, tous les mois, tous les mois. Vous, c'est pas la première fois que vous dénoncez tout ça. On se souvient de votre livre, Guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux, sorti en 2012. Résultat des courses, depuis la sortie du livre, vous avez été radié du Conseil de l'ordre des médecins. Oui et non, parce que comme je n'étais plus médecin en exercice, Oui. je ne relevais pas de leur Mais ça a été leur seule sanction Mais possible. il n'y avait pas d'autres sanctions, donc ils ont adopté celle-là. Bon, il va y avoir appel, ça sera un procès, j'espère, très amusant et qui sera médiatisé. Médiatisé pourquoi? Parce qu'on s'attaquera au véritable problème de fond, ce qui n'a pas été le cas jusque-là. Sauf que, évidemment, vos détracteurs disent il fait du fric lui-même, c'est un créneau, il fait du fric sur le dos des confrères et des patients avec son titre de médecin. Il dénonce des choses pour pouvoir, derrière, vivre confortablement lui-même. Attendez, je n'ai jamais fait de clientèle privée, je n'ai jamais eu aucun contrat avec l'industrie pharmaceutique, et les 10 livres que j'ai écrits depuis 10 ans m'ont rapporté, je le mets sur la table, 270 000 euros, c'est-à-dire 27 000 euros par an. Impôt déduit, ça doit faire à peu près 1 000 euros par mois, sans compter la secrétaire qu'il faut payer. Non, c'est assez petit comme argument. Pour conclure, Philippe Even, est-ce que vous pensez qu'à force de comme ça tirer la sonnette d'alarme, des livres comme ça de repentis qui sortent, les choses vont changer? Oui, Est-ce que vous... oui. L'enquête de l'Ipsos parue il y a exactement 6 jours montre que la confiance aveugle des Français dans le médicament a diminué d'un quart en l'espace d'1 an. Tout le problème est là. La réforme, elle viendra de la prise de conscience par les patients, par les malades, de ce qui ne sont pas des caniches chez le vétérinaire. Ils doivent dialoguer avec leur médecin, poser des questions, obtenir des réponses, y compris des questions directes, et demander à leur médecin, mais ce médicament, est-ce que vous le prendriez pour vous? Est-ce que vous le donneriez à vos enfants ou pas? Et sur quoi vous basez-vous pour me le conseiller? C'est le dialogue entre le médecin généraliste et les malades qui fera que le problème trouvera sa solution. Ça ne seront pas les politiques, ça ne seront pas les administrateurs et surtout pas les leaders d'opinion universitaire.